Et merci de nous retrouver pour ce troisième temps d'études et d'échanges sur un thème très scientifique et très passionnant que nous propose le professeur Alain Luciani, biomarqueurs sur les biomarqueurs radiologiques. Merci de nous suivre sur jfrlive.radiologie.fr. Vous pouvez nous poser vos questions dès maintenant et vous nous suivrez évidemment en différé sur le site de la Société française de radiologie. Nous sommes ici à Paris, dans le magnifique centre de formation de la Société française de radiologie, autour du professeur Alain Luciani, avec Michael Azoulay de l'Institut Gustave Roussy, Olivier Clatz du Grand Défi, il nous expliquera ce que c'est, Samuel Deluz, le docteur Samuel Deluz de l'Institut national du cancer, Antoine Jomier à nos côtés d'Incepto, de la start-up Incepto, Grégory Lenzner, vous êtes radiologue à Paris, et à Nîmes avec Jean-Paul Bérégy. Bonjour Jean-Paul. À Nîmes, vous êtes avec René Mazard de France Asso Santé. France Asso Santé à Nîmes, nous vous saluons. Introduction de notre table ronde. Tout va bien à Nîmes, Jean-Paul Bérégy? Tout va très bien, tout va très bien, merci. Introduction de cette table ronde biomarqueurs radiologiques pour la prévention. Nous allons effectivement parler de prévention, de prédiction, en nous demandant, cher Alain Luciani, s'il existe une science de l'anticipation et si la radiologie en serait la clé. Nous sommes ensemble pour 45 minutes. Merci Pascal. Effectivement, c'est une table ronde intéressante. Je remercie tous ceux qui sont présents. Je remercie aussi ceux qui sont connectés pour suivre cette table ronde sur les biomarqueurs. Peut-être qu'on va introduire, puisque Pascal l'a rappelé, Pascal Morel l'a rappelé, c'est un sujet peut-être scientifiquement un peu complexe. On va prendre quelques diapositives pour resituer un tout petit peu le contexte. Allons-y, lançons les diapositives. Il faut se projeter. Il y a deux termes qui sont complexes dans ce qu'on va aborder. C'est biomarqueurs d'une part et prévention d'autre part. Pour se resituer très rapidement, je vais vous parler des stratégies de prévention. Et en fait, le mieux, c'est de prendre l'évolution d'une maladie pour comprendre où va se positionner la prévention. On peut imaginer qu'une maladie va d'abord vivre une vie où elle va être sous-jacente, peu apparente. Puis ensuite, elle va apparaître et elle va émerger plutôt dans une population dite susceptible, peut-être du fait de facteurs de risque. Enfin, elle se manifeste à un stade infraclinique, elle n'est pas détectable cliniquement, mais elle est détectable par d'autres outils. Et enfin, clinique. Et dans cette stratégie de prévention, diapositive suivante, on voit très bien que peut se positionner plusieurs champs de prévention. Une prévention dite primaire, si on peut avoir la diapositive suivante s'il vous plaît, une prévention primaire qui va s'attabler à identifier des facteurs de risque, à détecter des patients susceptibles avant qu'on ne les voit apparaître. Une prévention secondaire qui va être sur le dépistage ou la détection précoce d'anomalies. Et puis une prévention dite tertiaire qui est aussi très intéressante et qui est un champ nouveau de la prévention, qui vise à limiter les complications, donc à détecter des formes les moins graves des maladies, même si on a dépassé le stade du dépistage, réduire les séquelles et limiter les rechutes. Diapositive suivante, on voit bien que ces programmes de prévention s'adressent à des populations différentes. Population saine d'une part, population à risque d'autre part, population malade enfin. Diapositive suivante. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un biomarqueur? Un terme un peu nouveau, et alors encore plus en imagerie. Un biomarqueur, c'est finalement un outil quantitatif qui va être capable de marquer un processus physiologique ou pathologique. Et il doit passer par un certain nombre d'étapes, nous l'aborderons dans la table ronde, de standardisation, de validation, d'acceptabilité, et ça ce sera un point très important, l'acceptabilité d'un biomarqueur, qu'est-ce que ça veut dire, et puis son intégration dans les soins qui passe par une étude des coûts. Diapositive suivante, et j'en aurai terminé. On voit bien, et diapositive suivante tout de suite, on voit bien que les enjeux de ces biomarqueurs positionnés dans la prévention vont être de trois ordres globalement. Ça va être de dire, est-ce qu'on est capable d'appliquer un biomarqueur dans une population très large, la population saine? Est-ce qu'on est capable de faire du screening de population en imagerie? Et dans ces cas-là, la première question, ce sera celle de l'acceptabilité par les patients et par la population. Ensuite, est-ce qu'on peut optimiser la détection et le dépistage précoce, mais est-ce que ça s'intègre dans un parcours de santé? Ce sera un deuxième thème. Et enfin, est-ce qu'on peut aller vraiment, grâce à ces biomarqueurs, vers une médecine personnalisée? Alors, il y a quelques exemples pour terminer ma présentation, et peut-être que ça fera le lien avec le premier interlocuteur que nous solliciterons, Pascal, qui sera Antoine Jomier. C'est qu'évidemment, on ne va pas faire ça seulement et uniquement avec l'œil du radiologue. Il nous faut d'autres outils. Dès lors qu'on parle d'une imagerie, on va dire de masse, de la détection, et si on envisage par exemple la détection des calcifications coronaires, dont on sait qu'elles sont un marqueur des facteurs de risque,
calcification coronaire qu'on peut voir sur des scanners thoraciques. Et il y a eu une très belle publication d'équipes japonaises qui ont montré chez 309 patients qui étaient atteints d'un cancer du poumon qu'on pouvait détecter sans un gating ECG ces calcifications myocardiques et prédire la susceptibilité aux facteurs de risque cardiovasculaire de ces populations atteintes de cancer. Mais on a besoin d'autres outils. Donc ma première question, Antoine, c'est est-ce qu'on a ces outils aujourd'hui? Est-ce qu'on peut intégrer ces outils d'intelligence artificielle dans ces screenings larges de population pour faire de la prévention primaire en imagerie? La question vous est posée, Antoine Jomier. Merci Alain pour cette introduction. Et en effet, je vous remercie de m'avoir invité à cette table ronde parce que je pense que le sujet est très pertinent et que l'intelligence artificielle, dont on parle depuis quelques années, mais souvent dans des termes un peu futuristes, ben là, elle va prendre une dimension très très concrète. Je pense que sur ces sujets de dépistage et de biomarqueurs, l'intelligence artificielle, c'est un catalyseur pour rendre possible ces suivis et de façon très simple et très concrète. Il y a des applis qui existent aujourd'hui. Donc on peut installer aujourd'hui derrière les PACS des plateformes qui écoutent l'activité radiologique qui est faite et qui, sur certaines indications, va prendre l'examen et venir ramener et réintégrer dans le PACS un rapport avec des biomarqueurs. Et donc c'est sur des sujets connus de dépistage comme le cancer du sein, comme le cancer du poumon. On va aller suivre les nodules et voir l'évolution et les temps de doublement des nodules. Sur des sujets comme les maladies neurodégénératives, où on va, par exemple dans le cas d'une sclérose en plaques, mesurer la charge lésionnelle et l'évolution à travers le temps de cette charge lésionnelle avec des mesures automatiques. C'est les applications de score calcique ou les applications, on travaille en ce moment sur une application sur le volume de l'aorte, mais plus précisément le volume de la pathologie aortique, de segmenter le thrombus, chose qu'on n'arrivait pas à faire, pour pouvoir automatiser ces mesures. Donc en routine, en tant que radiologue, vous allez pouvoir avoir ces mesures qui vont arriver automatiquement sans que ça vous prenne du temps. Et donc tout l'enjeu après, c'est de voir comment on utilise ces nouvelles informations dans la prise en charge du patient, comment on partage ces informations avec le clinicien et comment aussi on les met en œuvre dans une organisation, comment on les finance par rapport à la stratégie de prise en charge et ce que le payeur prend en charge actuellement. Antoine, donc ça c'est une remarque très importante, ça fait lien avec une question qui remontait déjà du public qui était connecté, qui était finalement est-ce que les biomarqueurs sont uniquement ceux liés à la cancérologie? On pense évidemment au score RECIST. La réponse est non, on voit bien que le champ est extrêmement large. Je pense qu'en fait, potentiellement dans les 10 prochaines années, on va avoir des biomarqueurs sur quasiment toutes les indications d'imagerie. Donc on en a déjà en neuro, on en a en cancéro, on en a dans le domaine vasculaire, cardiaque, et on va avoir une créativité, une ingéniosité qui va être infinie sur ces sujets. Après, qu'est-ce qui est pertinent sur le plan clinique et qu'est-ce qui est pertinent dans la prise en charge du patient sur le parcours? Et donc ça, Et il n'y a pas un risque de les multiplier sans que l'on sache réellement ce que l'on veut trouver? En fait, le monde de l'ingénierie va tester plein de pistes. Et en fait, ceux qui vont rester, c'est ceux qui sont adoptés à la fois dans l'usage et pris en charge par le payeur. Et donc, ils ne vont pas du coup se multiplier, mais par contre, ils vont progressivement jouer un rôle très important. Ça fait lien, Antoine, avec une question qu'on se pose, c'est qu'on ne parle plus finalement de prise en charge d'une maladie, on va prendre en charge une santé globale. Et Olivier, peut-être une question pour Olivier Klatz. Est-ce qu'on peut l'intégrer vraiment dans une prise en charge de la santé largement? Comment ça s'intègre? Est-ce qu'il y a des verrous? C'est quoi l'avenir de ces biomarqueurs? Et Olivier Klatz en profitera pour nous expliquer ce qu'est le grand défi en quelques instants. Alors, merci Alain. Donc, en effet, alors quelques mots sur le grand défi. Ma mission, le programme que je dirige, c'est en effet d'identifier les verrous pour développer les intelligences artificielles au sens large. Et on sait que la radiologie, c'est l'un des premiers domaines d'application de l'intelligence artificielle. Et ces verrous, il y en a de différentes natures. Et pour revenir à ta question, j'en vois au moins deux très importants. Il y en a un premier qui est un verrou qui est technologique. C'est-à-dire que là, on est en train de parler de biomarqueurs qui pourraient être appliqués de manière massive. Aujourd'hui, on a quand même une fragmentation en fait, technologique de l'imagerie. Chaque cabinet de radio, chaque hôpital a son PACS. C'est pas vraiment relié aujourd'hui. Diffuser une technologie comme on le souhaiterait là, très rapidement dans le pays, c'est pas simple en fait. Ça se fait essentiellement via des constructeurs qui sont ceux qui sont aujourd'hui les seuls à même de pouvoir diffuser ces technos.
Donc ça, c'est un des points, et je trouve que l'initiative qui est portée par les radiologues autour de Dream Francia, c'est l'un des éléments qu'on aimerait encourager, parce qu'on se dit, si demain ce réseau national existe, ça permettra une diffusion beaucoup plus rapide de ces technologies. Donc ce verrou technologique, c'est l'un de ceux qui a été identifié à la fois par les radiologues, les pouvoirs publics aussi, et qu'on aimerait assez rapidement pouvoir faire sauter. Donc ça veut dire accompagner, concrètement parlant, la création de ce réseau national autour de Dream Francia pour pouvoir brancher une technologie qui, comme l'a expliqué Antoine, demain serait capable d'extraire des marqueurs et de le diffuser à tout le pays. Donc ça, c'est le premier verrou, en fait. C'est pratico-pratique, mais comment on fait pour diffuser très rapidement une innovation dans le monde de la radiologie. Le deuxième, on l'a un tout petit peu abordé aussi, mais c'est la question du business model, en fait. Parce que les industriels, ils ont un coût de développement, bien entendu. Derrière, ils ont un coût de maintenance. Il faut que ça tourne sur des machines. Si ça tombe en panne, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit derrière. Donc c'est à la fois très pratique, mais il faut financer ce modèle de la recherche jusqu'à la mise sur le marché. Et ça, aujourd'hui, comme tu l'as mentionné, on n'a pas de remboursement, en fait. Il y a une cotation pour un acte de radio, d'écho, de scanner. Il n'y a pas de cotation pour l'extraction d'un biomarqueur. Donc, en effet, on est très en attente, en fait, des évolutions. On sent bien qu'elles sont en cours là, et que quelque part la crise qu'on vient de traverser va peut-être accélérer ce modèle de financement qui va peut-être passer d'un financement de la maladie à quelque chose qui est plus proche de la santé et financer des parcours de soins où là évidemment le biomarqueur qui permettra probablement de limiter certaines dépenses de santé ensuite sera pertinent. Et donc voilà, donc ça c'est un autre verrou qui est beaucoup plus important, mais qu'on espère faire sauter à assez court terme. Oui, on va prendre quelques questions, Alain Luciani, on est vraiment sur le sujet, plusieurs questions sur ces questions de coûts justement et de financement. Je croyais, un petit commentaire, que ces 2 derniers mois nous avaient plutôt appauvris qu'enrichis, M. Klatz. Est-ce qu'on aura vraiment les moyens de faire face à toutes ces technologies ? Alors il y a deux choses. Il y a le constat, c'est sûr que on a eu une baisse de l'activité. Les radiologues, ils l'ont bien senti. Pendant 2 mois, il y avait quasiment aucun patient. On voit la crise économique que ça va enclencher à la suite. On espère qu'elle sera modérée. Par contre, il y a eu quand même une position du gouvernement qui est assez claire. C'est que c'est pas parce qu'on vient de subir cette crise qu'il faut ensuite l'amplifier en baissant les investissements. Donc au contraire, et on a annoncé hier des investissements importants dans la recherche, et ça va continuer. Donc il y a vraiment cette volonté d'essayer de rebondir très vite en se faisant pas piéger finalement par ce trou d'air qu'on a eu, et de remettre les investissements pour accélérer. Typiquement Dream Francia, on espère que ça pourra aboutir assez vite et que les transformations du modèle de santé, on va être en capacité de les faire rapidement. Donc oui, il y a eu cette crise, on ne peut pas le cacher. En effet, évidemment, il y a eu une perte de business, mais on va essayer de rebondir. Oui. Alain Luciani. Non, mais pour enchaîner, on a vu les leviers économiques. On n'a pas encore abordé, et c'est une question importante, et je vais peut-être m'adresser à René Mazard à Nîmes, sur l'acceptabilité. Qu'est-ce que ça veut dire acceptabilité? C'est est-ce qu'un patient, d'un point de vue individuel, accepte finalement de subir un examen avec un biomarqueur? Est-ce qu'il le comprend? Est-ce que la société l'accepte? Est-ce qu'on est prêt finalement à ce monde où la technologie va faire irruption encore plus dans les parcours de soins? Monsieur Mazard. Merci. Monsieur Mazard. Merci beaucoup. Je crois que les patients, ils montrent tous les jours qu'ils évoluent et qu'ils peuvent accepter toutes les formes de progrès. Mais avant tout, ce qui leur importe, c'est toute la confiance qu'ils peuvent avoir dans tous les professionnels qui vont les suivre. Ça, c'est cette qualité de la relation humaine, c'est vraiment le point clé de l'acceptation derrière. Et cette dimension humaine, de toute façon, elle est primordiale puisque elle est consacrée dans les 2 textes les fondamentaux de la médecine, que ce soit le serment d'Hippocrate ou le premier commandement de la Convention de Genève. Donc là est la clé du problème. Les patients, ils sont dans un besoin de confiance, d'acceptabilité, mais ça se mérite, ça se construit, ça s'entretient. Donc il faut leur permettre d'accéder à ça. Mais c'est pas que la connaissance médicale, ça va être l'empathie. Un patient qu'on écoute, un patient à qui on explique, celui auquel on va partager la décision, celui-là, il va être observant, il va mieux comprendre, il va accepter.
c'est difficile d'être à la place du patient. Il est plein de stress, plein de douleur. Il attend des réponses par rapport à ces éléments. Donc, s'il est des choses qui vont être maintenant développées et dévoilées par les biomarqueurs, ils seront prêts à les accepter, à condition qu'ils comprennent. Donc là, ils ont besoin de l'explication du radiologue. Parce que pour l'instant, la vision des patients de la radiologie, c'est quelquefois la froideur de la table, hein, avec un opérateur, et derrière, des images pas toujours commentées. Donc ce besoin, d'autant plus que maintenant, avec le développement de l'intelligence artificielle et de l'interventionnel, on voit bien que le métier de la radiologie prend une importance terrible. Donc ça, c'est pas à nous, patients, à démarquer le débat qui s'instaure avec les autres professionnels. Nous, ce que nous voulons, c'est avoir des diagnostics, avoir un accès complet et permanent aux soins, hein, pas de déserts médicaux, pas de réinfection, une permanence de soins, surtout, qui n'existe plus. Et surtout, on ne veut pas être, et on ne doit pas être, les coordonnateurs. Nous n'avons pas cette compétence. Donc c'est bien pour ça que des outils comme le dossier médical doivent permettre cette coordination des soins, cette prise en charge d'un vrai parcours de santé et d'un vrai parcours de soins adapté. On voit bien en France qu'on a une médecine curative qui est d'excellence, on vient de le voir encore, et d'une capacité à s'adapter qui est assez phénoménale. Ça a été salué, mais ça suffit pas. Il faut véritablement que ce soit des actes derrière, parce que au-delà du curatif qui est merveilleux, eh bien, l'accompagnement aussi bien des malades chroniques que du grand âge, alors là, il est complètement défaillant. Monsieur Mazars, c'est un message extrêmement fort. Ça fait l'écho et ça fait la deuxième fois dans les tables rondes ce matin qu'on l'entend, de parler de consultation radiologique finalement et de repositionner. Je crois que c'est un message très important pour les plus jeunes radiologues qui sont à l'écoute aujourd'hui, que les patients sont en attente et plus il y aura d'intelligence artificielle dans les outils qu'on utilise, plus il y aura besoin de ce temps d'échange. Ça rejoint la position du Collège des enseignants qui dit pour 1 heure de formation à l'intelligence artificielle, 1 heure de formation à l'échange du patient. Et je crois que c'est un message extrêmement fort. Pour faire le lien avec ce que vous dites, Monsieur Mazars, peut-être je vais me tourner vers Grégory Lansner, parce qu'il y a un programme de prévention où on est déjà dans cet échange avec le patient. C'est le dépistage du cancer du sein. Alors Grégory, peut-être quelques mots sur ces prises en charge? Oui, tout à fait. Moi, j'ai aucun doute et aucune inquiétude par rapport à l'acceptabilité de ces biomarqueurs qui vont arriver, puisque de toute façon, c'est quelque chose qu'on explore déjà dans le dépistage du cancer du sein. Le radiologue est vraiment au cœur du diagnostic, en général dans les maladies tout venant, mais encore plus dans le cancer du sein. On reçoit les patientes, on les examine, on fait la mammographie, on décide si on doit faire une échographie, un examen complémentaire, une IRM, refaire une échographie de second look. Tout ça, nous connaissons bien en tant que professionnels. Et nous devons également décider s'il faudra faire un prélèvement, une microbiopsie, une macrobiopsie. Après, en fonction du résultat, on revoit les patients éventuellement pour les adresser à l'oncologue, au chirurgien. Enfin, on est vraiment au cœur du diagnostic et de la prise en charge thérapeutique et de l'orientation des patientes. Donc, pour les autres pathologies, je pense que nous pouvons également regagner ce rôle de cœur de médecin avec les outils d'intelligence artificielle qui arrivent et qui vont vraiment nous aider à avoir éventuellement un peu plus de temps. Parce qu'on est toujours dans cette histoire de contraintes de temps, de machines à faire tourner, parce qu'il n'y a pas beaucoup de machines sur le parc national, notamment en imagerie de coupe. Et donc, on est obligé d'avoir des rendements et des débits très importants sur nos machines pour les rentabiliser avec les forfaits qui baissent régulièrement. C'est aussi important de le dire, parce que ça nous empêche d'avoir du temps médecin pour voir les patients. Plus les outils d'intelligence artificielle vont arriver, plus ils vont nous aider à dégager du temps, à passer du temps avec les patients pour justement leur expliquer. Et quand on dit aux patients, en mammographie, on teste des outils d'intelligence artificielle, quand on leur dit qu'on a été aussi aidé par un outil d'intelligence artificielle qui nous a conforté dans notre diagnostic et qui nous a aussi aidé à aller plus loin, les patientes sont rassurées et ça les aide à avoir encore plus confiance dans la parole du médecin. Donc vraiment, c'est un partage et un échange qu'on peut développer sur l'ensemble des pathologies et l'ensemble des orientations médicales dans la prise en charge en imagerie.
Vous êtes médecin, radiologue dans le privé. J'ai une question. Tous les cabinets de radiologie, une question de nos amis sur le chat, sur Internet, tous les cabinets de radiologie pourront-ils s'en servir? Qu'est-ce que vous répondez? Tous les cabinets de radiologie, j'imagine privés également, seront en mesure de répondre à ces attentes et de développer ces nouvelles techniques? C'est-à-dire les outils, les radiotraceurs, évidemment. Alors le problème, ça va être, on en discutait un petit peu tout à l'heure, et Olivier Clatz l'a évoqué, il va y avoir un problème de coût. On ne peut pas être en permanence dans l'investissement de nouveaux matériaux avec des coûts d'examen qui sont en perpétuelle diminution par les caisses qui ont une enveloppe fermée. Donc tout ça, c'est un peu compliqué et c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on crée ensemble et avec lesquels il va falloir qu'on discute avec le gouvernement, les caisses, pour développer ça, pour voir est-ce que ce sont les constructeurs qui vont pouvoir aider au développement de ces outils. Mais les radiologues, de toute façon, ont toujours envie de faire de la bonne médecine, ont un cœur de médecin qui est pour eux quelque chose d'essentiel. Donc si on leur donne des outils qui vont permettre de mieux travailler et de faire de la meilleure médecine, ils seront prêts à... En termes Alain Luciani, avancer. Grégory Linsner, en termes de compétences aussi, il y a des compétences à acquérir, tout le monde est prêt ou pourra l'être rapidement? Tout le monde est, c'est enclenché et la formation des plus jeunes a déjà commencé depuis plusieurs années sur ces outils d'intelligence artificielle. Ça devient un outil du quotidien, mais à la fois pour être dans l'acceptation du logiciel, aussi dans la critique parfois et la co-construction. Et c'est pour ça qu'il y a une importance à co-construire ces outils, à voir s'ils sont effectivement, pour prendre un terme un peu à la mode, on va dire, est-ce qu'ils sont pertinents dans leur usage, est-ce qu'ils rendent vraiment un service aux patients. Et puis la notion de parcours de santé qui a été évoquée, qui a été reprise aussi par M. Mazars, est intéressante, c'est-à-dire que c'est se projeter aujourd'hui au-delà d'un simple acte, est-ce que cet outil rend un service dans une prise en charge globale? Et à ce titre, d'ailleurs, dans la cancérologie, que prenait un exemple le docteur Linsner, il n'y a pas que cette prévention de diagnostic. Et peut-être que, M. Deluz, vous pourriez nous dire un mot sur cette troisième forme, finalement, de prévention, la prévention tertiaire. Est-ce qu'on n'en est pas là dans certains axes de la prise en charge du cancer? Et pourquoi parle-t-on finalement de prévention ou peut-être même aujourd'hui de détection? Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ces questions? Vous venez donc de l'Institut Samuel Deluz, de l'Institut national du cancer. Merci aux organisateurs et au JFR de cette invitation. Alors la prévention tertiaire, effectivement, c'est quelque chose dont on parle de plus en plus, vous l'avez dit Alain. Je crois qu'on peut dire finalement qu'on est face à quelque chose de l'ordre d'un changement de paradigme. On s'inscrit, on a la volonté de s'inscrire dans un temps long. Et dans ce temps long, finalement, il faut comprendre qu'on va aller chercher, finalement, non plus seulement à guérir la maladie aiguë, mais au-delà, à prévenir les séquelles qu'elle ou le traitement peuvent engendrer chez le patient. Et donc, ça veut dire qu'on s'inscrit finalement dans un continuum qui va finalement de l'étape de la maladie à sa guérison, on l'espère dans le cas du cancer, et puis à finalement toute la vie qui débute après la maladie. Et pour laquelle, effectivement, il est absolument essentiel d'avoir des marqueurs qui permettent d'identifier. Et je rappelle, à cet égard, ça fait le lien avec ce qu'on disait juste avant, mais les biomarqueurs, et pas uniquement radiologiques, ils sont à l'origine, dans le domaine du cancer, l'étude et le suivi de ces biomarqueurs sont à l'origine du développement de ce qu'on a appelé la médecine personnalisée et de cette idée qu'effectivement, il faut pouvoir être précis dans le diagnostic et précis dans le traitement qu'on délivre aux patients. Mais je crois qu'on peut aussi se dire que dans cette idée de médecine personnalisée, il y a une autre idée en lien avec l'humain, avec la disponibilité du médecin radiologue en particulier pour le patient. Cette idée finalement qu'on peut, avec des nouveaux outils, faire un pas de côté et puis réfléchir l'individu dans son ensemble avec donc cette idée que il y a des traitements qui sont très efficaces à très court terme mais qui en fait sont de véritables bombes sur le long terme et donc il faut pouvoir suivre et identifier précisément les personnes chez qui un traitement efficace va pouvoir engendrer finalement plus de bénéfices que de risques. Et je crois que c'est ça un des enjeux de la prévention
tertiaire aujourd'hui, c'est le mot-clé finalement, c'est l'idée d'une désescalade thérapeutique, l'idée de quelque chose que les radiologues connaissent bien, qui est d'optimiser, de justifier le traitement qu'on utilise au regard du bénéfice qu'il va apporter. Et ça, c'est, je crois, je ne dis pas que ce soit quelque chose de tout à fait nouveau, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête et mettre peut-être avant toute chose dans notre pratique et dans nos réflexions, eh bien, pour s'inscrire encore une fois dans un temps long et voilà, dans une approche globale de l'individu. C'est à la main des radiologues ou en lien avec les cancérologues? Non, alors je pense, alors nous on a l'habitude de dire, et pas seulement au JFR, à l'INCa, que le radiologue évidemment il a un rôle pivot dans la prise en charge en cancérologie puisqu'il intervient depuis le dépistage jusqu'au suivi et donc y compris après la maladie. Le fait est que cette désescalade thérapeutique c'est un projet global qui doit concerner évidemment tous les intervenants du parcours parce qu'on ne peut pas compter uniquement sur les radiologues pour bien entendu arriver à cet objectif et donc il faut pour ça que l'ensemble du corps médical, que l'ensemble des intervenants, pas seulement d'ailleurs médecins, ait en tête finalement cette idée de prévenir les séquelles, de prévenir les complications. Il y a 3 dimensions qui deviennent fondamentales. C'est peut-être d'abord la mortalité, c'est-à-dire essayer d'éviter des traitements qui n'ont pas forcément sur le long terme les bénéfices qu'on attend, éviter la morbidité et puis en définitive quelque chose qui s'impose aussi de plus en plus, c'est améliorer la qualité de vie et ça c'est nécessairement quelque chose qui doit s'inscrire dans le temps long, dans le long terme. Et puis pour illustrer ça, je dirais que les biomarqueurs ils peuvent avoir un rôle absolument essentiel dans le suivi long terme et dans l'idée qu'effectivement on prévient l'apparition de séquelles, l'apparition de toxicités tardives qui sont dues à des traitements par un bon suivi et finalement une réorientation. Et puis il y a un certain nombre de soins, un certain nombre de traitements qui peuvent permettre de diminuer ou en tout cas de ralentir la survenue de ces séquelles qui sont malheureusement encore trop fréquentes dans les traitements du cancer qui sont des traitements lourds face à une maladie grave. Et on voit bien une nouvelle écologie qui se met en place à l'industrie. Oui, pour compléter, je suis très intéressé finalement par cette approche intégrée. Alors certes, effectivement, il faut que tout le monde puisse y participer, mais si on prend par exemple un des programmes de dépistage qu'il va falloir mettre en œuvre en France, qui est le dépistage du cancer du poumon, on voit bien qu'au travers d'un scanner thoracique, le radiologue va voir bien d'autres choses que le cancer du poumon ou le nodule pulmonaire. On va détecter des calcifications cardiaques, on va détecter de la graisse dans le foie. Et je crois que c'est important de recentrer autour de l'acteur qui est capable d'avoir une réponse intégrée pour un patient, avec une réponse qui est complexe, qui peut se servir d'outils d'intelligence artificielle, mais qui sera pour un patient, et non pas de répondre simplement à une question clinique qui est « est-ce qu'il y a un nodule ?» Et je crois que c'est quelque chose où je pense qu'avec l'INCa, on sera d'accord sur cette approche nécessaire, qui n'est plus une approche acte simplement, mais qui est une approche beaucoup plus intégrée. Puis le deuxième point, ça posait la question quand même des données massives, la question que vous abordiez, mais non pas en termes forcément de nombre de patients, c'est ça qui est intéressant. Vous introduisez la notion de données massives sur les données d'imagerie, les données cliniques, les données biologiques. Et donc pour ça, il faut des bases de données, il me semble, consolidées qui font l'agrégation de ces 3 aspects, Pascal. Je vous invite à demander peut-être un avis à Michael Azoulay. Un expert, à Michael Azoulay qui est derrière. Voilà, est-ce qu'on y est, est-ce qu'on est prêt à intégrer toutes ces données, à répondre aux enjeux, par exemple, que mentionne l'INCa? Bonjour à tous, merci. D'abord, je souscris aux propos qui ont été échangés jusqu'à présent par l'ensemble des participants. Il y a plusieurs enjeux. Alors, je vais rejoindre un petit peu en filant la métaphore, les images qui ont été prises par Olivier Clatz au préalable. On a une dimension capacitaire qui est indéniable, avec, pour l'ensemble des effecteurs de soins, une logique purement volumétrique. Plus on fait d'examens, plus on doit stocker d'images. Qu'il s'agisse de les stocker en local, on appelle ça on-premise, sur des serveurs, dans les salles machines, des établissements et ou des cabinets, et ou qu'on les stocke dans le cloud, et ou qu'on retienne des solutions qu'on qualifie de mixtes ou d'hybrides. Il y a également, et je voudrais qu'on insiste sur l'aspect qualitatif et ou l'aspect de la structuration sémantique des données, il y a également un aspect qui constitue un axe d'amélioration indéniable pour donner et révéler la pleine puissance des algorithmes et des modèles qui sont adossés à des algorithmes, qui est la capacité d'abord à structurer nativement de la donnée, dès qu'on la produit en réalité, donc au premier contact ou au premier échange avec le patient
dans cette logique de parcours. Il y a la capacité à pouvoir utiliser des méthodologies et des outils qui sont le plus homogènes possible, des méthodologies d'acquisition, de collecte de données, des méthodologies d'interprétation, des méthodologies d'annotation ou de labellisation des données. Et il y a la capacité à pouvoir rendre intelligible l'ensemble des éléments cliniques, académiques et parfois purement fonctionnels ou supports, l'intelligence artificielle pouvant être utilisée dans bien d'autres domaines dans les parcours de santé, qui doit être véhiculé par le trait d'union qu'est, de toute évidence, le médecin, que sont les membres de la communauté professionnelle dans les établissements, dans les services et ou, bien sûr, dans les cabinets de ville. Pour compléter ça, il y a deux dimensions. Ça veut dire une diffusion très large de ces outils, une diffusion très large de ces bases et un accès très large à ces bases de données. Donc ça pose la question effectivement de l'accès à... Et c'était une des questions qui nous remontait du chat, c'est est-ce que tout le monde aura accès à ça ? Et donc on rejoint une problématique forte, mais Olivier Claes nous a vraiment rassuré avec un message très fort sur la notion d'investissement et de soutien vraiment à cet investissement. C'est est-ce que ce sera soutenable ? La deuxième question qui est peut-être un peu plus technique, et je me tourne aussi vers Michael Azoulay, c'est finalement on fait un biomarqueur avec un outil, mais est-ce qu'on arrive à le standardiser suffisamment pour que ce biomarqueur puisse être appliqué à Nîmes, à Paris, à Créteil, à Bordeaux, partout sur le territoire, quelle que soit la machine, et qu'un patient qui est à Nîmes est traité de la même façon qu'un patient, ou vu de la même façon qu'un patient qui est à Créteil? Alain, c'est très en lien avec une question qui nous est posée par Claire. Ici, l'accès aux biomarqueurs, selon elle, devrait être large et ne devrait pas être un privilège. C'est une vraie politique de santé publique à mettre en place. Je laisse Michael peut-être déjà sur... Le présupposé, Alain, merci pour cette question. Le présupposé est donc, pour partager, qu'on ne soit pas dans une logique, entre guillemets, propriétaire, c'est-à-dire technologiquement propriétaire, qui est liée soit aux outils d'acquisition et ou soit aux logiciels qui sont embarqués sur ces outils d'acquisition pour les visualiser, les interpréter. Ça, c'est une première logique. La deuxième logique, qui est aussi un présupposé qui rejoint le propos précédent, c'est la capacité à respecter des standards nationaux et internationaux, 2, à respecter ce qu'on appelle de la structuration de volets de contenu qui sont définis par les sociétés savantes dans l'ensemble des domaines cliniques que l'on connaît. Et la réunion de ces éléments peut, Olivier pourra le cas échéant compléter, peut constituer un sauf-conduit au type d'écueil dont chacun appelle de ses voeux qu'on les évite, qui consisterait à dire seul celui ou seule celle qui est équipée du bon outil, du bon équipement lourd et du bon soft et qui est avec le bon partenaire industriel ou start-up a accès à ce levier clinique ou académique. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Si, pour prolonger et pour répondre à la question donc de Claire, il y a des outils, il y a des biomarqueurs qui sont déjà accessibles partout sur le territoire. Je veux dire, les mensurations en oncologie, les critères RECIST, ce sont des critères qui sont utilisés par toutes les équipes qui s'occupent de cancérologie sur tout le territoire. Après, il peut y avoir des applications qui le font de façon semi-automatique, avec des mesures plus ou moins calibrées, des reproductibilités peut-être un peu variables, mais en tout cas, l'évaluation, il me semble qu'elle est RECIST. Grégory, Grégory ou Olivier, vous vouliez intervenir. Je vais juste poser une petite question comme ça, Olivier, ça fera partie aussi de la réponse de Olivier Claes, je pense. Et là, M. Mazars va forcément me rejoindre là-dessus. Au moment où le gouvernement parle d'un reste à charge nul pour le patient, une prise en charge globale avec un accès aux soins parfait pour l'ensemble de la population, il serait peut-être intéressant aussi que l'État, dans ce cadre-là, permettent à l'ensemble de la population d'avoir accès aux biomarqueurs, la population médicale, d'avoir accès à l'ensemble des biomarqueurs pour tous les radiologues, et pas juste ceux qui auront les moyens de se payer cet outil dans le cadre d'une prise en charge de patients. C'est-à-dire qu'il y ait une égalité de traitement de l'ensemble de la population quand elle va passer un scanner, une IRM ou une autre imagerie, d'avoir ces biomarqueurs qui soient disponibles pour l'ensemble des radiologues. Et donc, peut-être que ça va générer un coût pour la société, mais si on demande effectivement d'avoir une prise en charge de l'ensemble de la population de manière équivalente, ça va également dans le matériel qu'on doit utiliser, avec des échographes de qualité, des scanners et des IRM de qualité sur l'ensemble du territoire, également dans les zones blanches. Alors ça, c'est aussi quelque chose de compliqué à mettre en place, mais il y a des moyens
et si on se donne les moyens, on peut y arriver, mais également de fournir les outils informatiques, puisque ce sont quand même des outils informatiques, de biomarqueurs qui permettront d'avoir un traitement égal de l'ensemble de la population et pas juste dans les grandes villes ou les endroits où il y a les moyens de se payer ces outils informatiques. Et en général, Alain, ce sont des très gros enjeux financiers Tout dépend de la complexité des outils. Il y a des outils qui sont déjà intégrés, qui sont déjà disponibles, mais c'est du temps. Et puis ensuite, on va rentrer dans des outils plus complexes. Je vais peut-être laisser Antoine Jomier prolonger la question. Et puis on prendra quand même l'avis de M. Mazard sur la question qu'a posée Grégory. Mais peut-être, Antoine Jomier, juste pour prolonger sur le coût de développement d'outils complexes. Je crois qu'en fait, ce que rend possible l'intelligence artificielle, c'est que le coût d'accès à ces biomarqueurs, il va diminuer. Donc l'accès, il y a un coût, mais il va être relativement bas, relativement faible. Et surtout, ensuite, si on regarde sur la totalité du parcours, l'investissement fait à ce moment-là peut permettre sur le parcours entier de réduire des coûts de prise en charge. Un des biomarqueurs sur les suivis des scléroses en plaques, ça permet d'ajuster le bon dosage dans le traitement, de réduire un tâtonnement qui parfois va jusqu'à 24 mois, de le réduire par 2. Et donc, dans le coût de prise en charge du patient, dans le coût pour la société, l'utilisation de ces biomarqueurs, c'est vraiment très rentable. Monsieur Mazard, qu'est-ce que vous en pensez? En direct de Nîmes, avec Jean-Paul Bérégy. Je crois qu'on revient à chaque fois à la notion de collectif et d'humain à travers le collectif. Tout ce qui va dans le sens du progrès, qui va dans le sens de la solidarité et du partage de toute technique pour tout le monde, c'est ce vers quoi on tend. On a un système de santé qu'on a mis en place en 1945, solidaire, qui doit l'être, qui est financé par de l'argent public, et il est donc évident que le bénéfice de la collectivité doit être retenu. Donc l'individu, oui, mais à condition qu'il n'y ait pas une perte de chance pour l'ensemble de la société. Ça, c'est primordial, hein. Et comme le disait le professeur Bernard, c'est de l'homme qu'il s'agit, hein. Et avant tout, on ne doit pas faire que la technique se désolidarise de cet humain. Au contraire, tout le temps médical qui est gagné doit venir au bénéfice de l'acceptation du diagnostic, de façon à permettre ce parcours de soins, de l'initier d'abord, de permettre de le continuer et d'avoir un vrai parcours de santé à la sortie, hein. C'est vraiment de cet humain que nous parlons. C'est ça l'important. Et à partir du moment où tout le monde a cette conscience, ça fait tomber des barrages. Mais si, comme vous le dites, par moment, on réserve à une élite financière et qu'on permet de la continuité d'un système à 2 vitesses ou même à 3, c'est pas acceptable. Dans un domaine où maintenant l'accès à la santé devient très difficile, et là les patients commencent à perdre confiance parce que quand vous êtes au fin fond de l'Ariège, de la Lozère ou de l'Aveyron ou plein d'autres endroits qui sont de belles régions, Monsieur Mazard, qui sont de belles régions. Mais non, mais on n'en doute pas, et on est tous persuadés de ça, et on les visite à outrance. Mais l'important aussi, c'est d'avoir la qualité de la relation au moment où on en a besoin, et pas seulement au moment où le système décide qu'on l'a. La santé, c'est pas une marchandise, c'est d'un être humain qu'on parle. Donc, il faut que cette continuité des soins soit permanente. On est tout à fait conscient que les professionnels de santé et les structures ont besoin de temps, mais on ne peut pas, comme c'est le cas actuel, si vous faites un infarctus dans un pays comme les nôtres, enfin dans nos contrées reculées, vous savez comme moi qu'à partir du vendredi midi, il n'y a pas grand-chose qui marche, hein. Et donc vous êtes à peu près sûr, si on a moi je réclame des statistiques pour le week-end de ce côté-là, on n'arrive pas à les avoir, hein. Je suis sûr que la gravité des cas qui sont avérés le week-end est terrible par rapport au reste de la semaine. Donc ça, c'est important, vous voyez, cette continuité et cet accès à des soins à tous. C'est pour ça, malheureusement, que nous sommes obligés de demander, nous, qu'il y ait un tarif opposable. On n'est pas opposé à ce que les médecins soient et le système soit augmenté, mais il faut quand même que tout le monde puisse continuer à avoir accès à ça. Donc, ensemble, c'est ensemble que nous construisons cette confiance. Olivier Clatz, un commentaire?
Oui, 2 commentaires. Un premier d'un point de vue technologique, parce qu'on n'en parle pas très souvent. Les algorithmes, ils marchent pas de manière magique. Et s'ils ont appris sur un scanner d'une marque A et B, ils vont pas automatiquement marcher sur la marque C. Il est même très probable que si leur base de données d'entraînement, c'est uniquement les 2 premières marques, que ça marche pas du tout sur la 3e. Donc ça, c'est un point de vigilance que doivent avoir l'ensemble de la profession, des radiologues, de comprendre finalement comment les algorithmes ont été entraînés. Parce que dans la pratique, s'il n'y avait pas assez de données représentatives de la marque ou du scanner ou de l'IRM ou de la radio que vous avez, ça ne marchera pas en fait. Ça ne marchera pas, donc renseignez-vous. Deuxième point, sur l'accessibilité à tout le monde, les industriels, moi je suis ancien industriel, ça a un coût en fait d'acquérir un client et qui est grosso modo proportionnel à l'unité. C'est-à-dire que si vous avez un centre qui fait 50 radiologues ou un radiologue, c'est à peu près le même coût d'accès si vous devez capter ce nouveau client. Et il faut vraiment faire la part des choses entre le rôle de l'État et le rôle des industriels. Donc nous, ce qu'on essaye de faire, à travers notamment la Ma Santé 2022, c'est d'essayer de créer un réseau de telle sorte qu'il y a un coût d'entrée pour les industriels pour toucher l'ensemble des professionnels et des patients qui est très diminué. Et sachez qu'en fait, aujourd'hui, quand vous achetez un produit, il y a une bonne part du prix que vous payez qui est associé à cet effort commercial. Si on réduit le prix de revient finalement d'acquisition du client, si on met en place les réseaux dont on a parlé juste avant, si ça devient beaucoup plus facile de diffuser les innovations, on espère que derrière, elles coûteront moins cher, elles seront beaucoup plus accessibles, qu'on soit un radiologue ou un groupe de 50 ou 100 radiologues, et que ça fera plus cette différence. Donc il faut vraiment faire le partage des choses entre le rôle de l'État qui ne doit pas se substituer, il ne doit pas développer tous ces algos, il ne doit pas avoir un PACS pour tout le monde, et il doit faire en sorte que par contre, elle soit plus accessible pour l'ensemble de la profession et que pas seulement à ceux qui sont gros et pas pour les petits. Alain Luciani. Non, je voulais me tourner vers Jean-Paul, si Jean-Paul tu nous entends, parce qu'il y a eu beaucoup de choses d'évoquées, à la fois technologiques, mais aussi dans la formalisation de l'échange humain et dans l'explicabilité. Toi qui es vice-président du CERF, voilà, quel est ton regard sur des choses qui peuvent paraître antinomiques au départ, mais qui doivent finalement s'agréger si on veut que les patients l'acceptent, que ça s'implémente dans les programmes de santé, de prise en charge, et que le radiologue soit effectivement dans tout son rôle et sa dimension. Jean-Paul Bérégy au CHU de Nîmes. Oui, merci beaucoup. En vous écoutant et en écoutant les 2 premières tables rondes, je suis vraiment très content de ce format, à la fois techniquement, et je remercie toutes les équipes qui ont fait des prouesses, parce que normalement ça devait être en présentiel, et puis voilà, je trouve que c'est vraiment remarquable. Je trouve bien sûr les orateurs extrêmement pertinents, et on est dans un monde complexe. Je crois que les radiologues le savent, et ils sont bien placés pour être au centre des innovations. Et le propre des GFR de printemps, c'est d'être proactif dans finalement la recherche de solutions par rapport à ces innovations. Donc le CERF, comme tu l'as rappelé, insiste beaucoup sur cette dualité pour certains entre l'intelligence artificielle d'un côté et la relation patient. On a souhaité qu'il y ait un patient dans chaque table ronde et toutes les interventions ont été de qualité. Je pense que c'est comme ça qu'on avancera, c'est en partageant ensemble toutes ces innovations humaines et organisationnelles et technique. Qui veut peut-être dire un mot en conclusion, cher Alain Luciani, de notre table ronde? Oui, d'abord vous remercier et remercier tous les intervenants de cette table ronde qui, je pense, a été très riche. On n'a pas pu aborder toutes les questions qui ont été posées, mais je sais que Pascal Morel sera vigilant pour qu'on puisse au moins formaliser une certaine réponse dans le courant de la journée. Dire un mot sur quelques points finalement qu'on a entendus, un besoin d'humanité d'autant plus important que la technologie est importante. Et ça, je crois que c'est un point extrêmement important et que je sais que les radiologues ils y seront vigilants puisque les jeunes s'engagent dans ces programmes vraiment d'échanges de plus en plus rapprochés autour de la consultation radiologique. Deuxièmement, que les biomarqueurs sont disponibles, ils sont en cours de développement, ils ont un besoin de standardisation et on a besoin de co-construire ces modèles-là sur des biomarqueurs sur lesquels on s'entend par leur pertinence pour permettre un financement et finalement qu'ils soient intégrés dans un parcours de prise en charge dans lequel l'imagerie n'est pas un coût, mais finalement un gain dans un parcours complet si on intègre le coût des thérapeutiques. Et puis quatrième point, c'est qu'on positionne l'imagerie dans toutes les stratégies de prévention. Donc ça veut dire que quand on va parler aussi de financement de la prévention, il ne faut pas oublier que l'imagerie est aussi un vecteur de cette prévention. Et puis dernier point, je trouve que ça fait un lien formidable pour
les JFR d'octobre, du 2 au 5 octobre 2020, où on espère se retrouver, on l'espère, en présentiel, et on parlera d'imagerie prédictive. On n'était pas si loin que ça aujourd'hui, en parlant de prévention, de parler de prédiction, Pascal. Et probablement aussi de médecine personnalisée. Absolument. On parlera en réalité de beaucoup de choses. On a déjà parlé de beaucoup de choses. Chers amis, on a fait déjà le premier ton de notre rencontre des JFR de printemps. Je pense que le président des JFR de printemps est satisfait, Jean-Paul Bérégy, pour cette première séquence. Il nous faut également remercier tous les experts qui ont été réunis pour leur capacité à suivre la technique. Parce que vous voyez, vous le savez, vous radiologues, mais en réalité, là, quand on fait tout cela en distanciel et en duplex, c'est souvent la technique qui nous guide. C'est pas si simple. Il faut commencer à temps et terminer à temps. Eh bien, pour cette table ronde, effectivement, nous terminons à temps. Nous avons commencé à temps et nous avons terminé à temps. Je voudrais vous dire que donc nous interrompons cette séquence maintenant pour cette matinée, que nous nous retrouvons à 14h sur un thème tout à fait central et tout à fait d'actualité, la crise Covid-19. Vous en avez entendu parler ? Eh bien, vous allez en entendre parler encore tout à l'heure, à 14h, notamment avec Jean-Yves Gauvry. Nous ferons le point sur la radiologie et la crise sanitaire. Et vous verrez qu'elle a été, n'est-ce pas Alain Luciani, extrêmement présente. Voilà, à 14h, on se redonne rendez-vous tous ensemble pour les JFR de printemps. À tout à l'heure. Merci.